Pour le débrief de l'actu aujourd'hui, Philippe Delmas, consultant en stratégie industrielle, Guy Mamoumani, entrepreneur business angel, ex-coprésident d'Open, et Henri Dagrin, délégué général du SIGREF. Laurence de Villers nous a fait le plaisir de rester professeur en intelligence artificielle, chercheur au CNRS, membre du CNPEN, donc Comité national pilote d'éthique du numérique, qui est à l'origine d'une note, d'un avis sur les enjeux éthiques liés aux IA génératives. Ça va faire partie des sujets que nous allons aborder ensemble dans ce débrief de l'actu. Mais je voulais qu'on démarre d'abord sur ces voitures autonomes. Alors, est-ce qu'il faut freiner à un moment où on est plutôt en train d'accélérer, c'est-à-dire qu'on va autoriser en France des voitures de niveau 3 à circuler? Alors, on n'en aura pas beaucoup parce que pour l'instant, il n'y a aucun constructeur français qui propose de véhicules autonomes de niveau 3. Très peu d'ailleurs en Europe. Je crois qu'aujourd'hui, on a un seul constructeur qui s'y attelle, Mercedes. Quand même, cette question, faut-il freiner ou pas, elle se pose déjà aux États-Unis, où à San Francisco, on a des premiers soubresauts, peut-être pas des levées de boucliers, mais enfin des premiers soubresauts qui nous disent attention, il ne faut peut-être pas aller trop vite dans la mise en circulation. En l'occurrence, à San Francisco, la question se pose sur les robotaxis qui auraient l'autorisation de rouler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Personnellement, je suis contre tout freinage, contre toute interdiction. Donc, dès qu'on me dit ça sur le numérique, ça me hérisse. Je pense que c'est inéluctable de déployer le numérique, l'intelligence artificielle. En revanche, il faut le mettre juste après. Il faut être tout à fait attentif, prudent, régulé, de façon à ce que ça se fasse dans de bonnes conditions. Je voudrais juste reprendre une phrase de Luc Julia qui dit que je ne crois pas, il est bien placé, vous savez, Luc Julia qui est chercheur actuellement, patron de la R&D de Renault, et qui a fait ses preuves dans Siri et autres, qui rejoint un peu d'ailleurs Laurence de Villers sur cette peur de la prise de conscience de l'intelligence artificielle auquel on ne croit pas. Eh bien, il dit, moi je ne crois pas à la voiture niveau 5, autonome niveau 5. Il suffit de mettre une voiture sur la place de l'Étoile pour le comprendre. Et je pense qu'il faut absolument faire attention à la façon dont c'est géré. Je suis d'accord que dès aujourd'hui, il n'est pas question de mettre des voitures autonomes dans les rues de Paris ou de San Francisco. En revanche, continuons à évoluer, continuons à chercher. Henri ? Je serais complètement sur la même position que Guy Mamoumani. Donc on ne freine pas, mais on y va prudemment. C'est-à-dire on y va quand même très prudemment, parce que le niveau 3 en France, ce sera 60 km/h sur des routes quand même spécifiques. On ne prend pas beaucoup de risques. Le sujet du véhicule autonome, c'est celui de la transition. Passer d'une situation où il n'existe pas à celui d'une situation où très probablement l'ensemble des moyens mobiles de type individuel auront très largement muté pour beaucoup plus de partage, dédensifier la circulation. Et puis, ce que l'on sait, c'est que, enfin, en tous les cas, les modélisations montrent de manière très claire que dans des conditions où il n'y a que des véhicules autonomes qui interagissent entre eux, l'accidentologie, elle est réduite dans des proportions très considérables. Donc, ce que l'on voit bien, c'est qu'il y a un point à viser, très probablement, pour réduire le nombre de véhicules, pour améliorer notamment cette accidentologie, et puis changer les modèles qui vont accompagner les modifications profondes dans la société, notamment pour des questions écologiques. On est dans une transition. La transition, évidemment, avec des véhicules autonomes de niveau 5, ça se passe pas bien, notamment sur la place de l'Étoile, à 19h. C'est-à-dire que la friction, c'est aussi avec les humains. Quand on a des automobilistes humains et c'est ce que je dis, c'est la transition. C'est du véhicule non autonome et du véhicule complètement autonome. Donc il faut y aller au rythme où il est possible que la société accepte ce genre de transition. Et aujourd'hui, personne ne sait très bien quelles sont les échéances, parce qu'il y a derrière, il y a des modèles économiques à trouver, il y a une acceptabilité par la société, et puis il y a du travail de technologie à mener qui n'est certainement pas abouti. Alors justement, parce que ces industriels, ils ont besoin d'expérimenter. Donc,
Alors, ça, c'est sûr. Parce que l'apprentissage de la machine, elle se fait aussi dans le réel. Ah mais complètement. D'ailleurs, vous regardez, c'est très très marrant. Le nombre d'accidents en millions de kilomètres est strictement proportionnel au cumul. Donc vous regardez deux générations, les premières générations développées par Google, celles développées par Uber, l'ordre de grandeur du nombre d'accidents en millions de kilomètres est strictement proportionnel au nombre de kilomètres. Maintenant, moi je partage effectivement, et ceci montre que de toute façon ça va prendre effectivement beaucoup de temps, que les machines, comme disait Laurent, de toute façon, sont pas habitués au comportement irrationnel, et les humains volants, notamment en Europe, peuvent être sacrément irrationnels, nous le savons. Pas qu'en Europe. Particulièrement en Europe, je trouve. Mais il y a un autre élément de régulation, il y a deux autres éléments de régulation qui sont extrêmement profonds. Le premier est psychologique. On ne pardonnera jamais à une machine un accident qu'on excuserait auprès d'un humain. Il y a un truc là-dessus, c'est bon. Et ceci a une conséquence économique très directe, c'est la question de l'assurance. Et les assureurs sont vent debout contre l'accroissement de l'autonomie, parce que plus ça va, plus c'est difficile d'attribuer la responsabilité. Et vous comprenez pourquoi on a si peu de constructeurs européens qui s'intéressent à ce sujet, qui accélèrent eux sur ce sujet? Simplement parce qu'ils n'y croient pas et qui pensent, et je pense que ça correspond à ce qu'on dit, que ça viendra de façon incrémentale en augmentant les fonctions d'autonomie sur les voitures. Et vous regardez sur les voitures qui ont déjà un début de fonction un certain niveau d'autonomie, la conduite par exemple en ligne droite sur une autoroute, les gens restent très prudents sur ce sujet. L'utilisateur lui-même n'est pas confortable. Psychologiquement, il fait pas complètement confiance à la machine. Vous avez la même chose dans le transport aérien. En réalité, un avion de ligne long range en phase de croisière est pratiquement autonome. N'empêche que vous avez toujours au moins une personne, et en général deux, dans le cockpit, et que le débat aujourd'hui posé par certaines compagnies aériennes, on pourrait n'avoir qu'un pilote, c'est techniquement tout à fait faisable, sauf les avions de combat, donc un pilote. En réalité, psychologiquement et en responsabilité, ils ne le feront pas, je pense. Laurence de Villers, est-ce qu'il faut aussi avoir réglé ce débat de la responsabilité de la machine, du logiciel, dans le cadre de la voiture? C'est quand même assez important, ce sujet de la responsabilité. Mais la responsabilité, elle est co-occurrente entre celui qui a construit le modèle et peut-être celui qui l'utilise, mais en aucune manière la voiture elle-même. Ouais. Hein. Donc je crois qu'il faut répéter cela à l'envi, parce que ça il y a des fausses idées sur le sujet. De dire que les voitures vont devenir responsables, parce qu'il n'y a personne derrière. Ce sont vraiment des algorithmes qu'on met dans les voitures. Moi j'ai l'impression qu'on oublie un grand sujet quand même si je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, c'est les infrastructures en fait. Parce que il faut absolument construire ces machines dans des infrastructures particulières que nous n'avons pas. Donc le schéma de Luc Julia, il est science-fiction aussi. On ne va pas mettre une voiture autonome au milieu d'une place bondée de voitures sans aucun stratagème autour pour contrôler. C'est tout à fait impossible. Donc ça n'a pas lieu ça ne permet pas de comprendre, je trouve. Il faudrait se dire quelles sont les mesures à prendre, les indices autour des routes, la façon dont on va finalement mettre des rails ou des endroits où elles passent, qui permettent ça. D'autre part, il y a quelque chose d'intéressant qui est l'interaction voiture-voiture. On parle toujours d'humain, mais là, on pourrait imaginer qu'une voiture, par exemple, aide une autre voiture. On ne peut pas, on a du mal à imaginer maintenant. Donc c'est un futur qu'il faut construire en comprenant bien l'interaction entre la voiture et son écosystème, la voiture et l'humain à l'intérieur, mais aussi les voitures entre elles. Et puis, donc tout ça, il faut l'expérimenter. Je pense que surtout, il faut comprendre qu'on a besoin d'apprendre cela. On ne met pas quelqu'un au volant d'un avion sans lui avoir dit que, d'ailleurs, il y avait des erreurs comme ça qui ont été faites dramatiques, qu'il y a telle ou telle nouvelle fonction qui existe et qui va faire qu'on ne contrôle pas bien l'avion, qu'on ne comprend pas comment il se comporte. Moi, la première fois que j'ai une voiture qui a quelques qualités comme ça d'autonomie... Sachant qu'on parle souvent des Tesla ne sont que de niveau 2. Il n'y a pas que les Tesla. Non, mais je précise que c'est que du niveau 2. C'est que du niveau 2, mais bon, les Volvo, il y a d'autres voitures qui ont ce genre d'outillage, et le début n'est pas évident parce que la voiture prend la main alors que vous êtes en train de conduire. Donc ça demande un apprentissage. On ne va plus passer les mêmes permis de conduire. Et donc ce besoin de faire passer au niveau à la fois l'apprentissage, l'écosystème demande d'une réflexion mature, et il ne faut pas dire on est pour ou on est contre. Bien sûr qu'on est pour, mais il faut le faire en engageant un écosystème.
Allez, avec une responsabilité humaine. Eh ben, on enchaîne justement avec ces enjeux d'éthique autour des IA génératives, puisque le Comité national pilote pour l'éthique du numérique a publié un nouvel avis sur ce sujet en réponse à une saisine du ministre Jean-Noël Barrot en charge du numérique et des télécommunications. Tout ça un petit peu de manière précipitée avec l'irruption de ChatGPT qui est arrivé entre les mains de tout le monde finalement. Donc il y avait urgence là à se positionner, Laurence, sur les questions d'éthique. Il y a urgence d'un point de vue économique parce qu'il ne faudrait pas louper ce train-là. Donc c'est important de comprendre que ces IA génératives qu'on maîtrise d'une certaine manière et qui ont aussi des capacités qu'on ne maîtrise pas encore complètement, sont des opportunités pour l'économie, sont des opportunités pour mieux comprendre ce qu'on peut faire sur l'écologie, ce qu'on peut faire sur la santé. On va trouver des nouveaux médicaments. C'est vraiment très positif. Quand je parle d'éthique, ça serait aussi pas éthique de ne pas comprendre ça, d'accord, de ne pas l'utiliser à bon escient. Maintenant, les cris qu'on a fait, c'est de dire, attention, pour l'instant, les forces qui montent sur des modèles de fondation que sont les large language models sont anglo-saxons. On a sur étagère des modèles qui sont à 80% avec des données en américain. Donc ça veut dire que le langage que nous parlons, qui porte le sens, la politique, qui est nos connaissances et nos avis et notre culture, va être peut-être mise à mal par cela. Donc il faut vraiment comprendre que c'est important. Et pour moi, ça serait important à la fois d'avoir un chat Bloom, si on a aussi fait des modèles en Europe, c'est-à-dire que tout un chacun, les enfants, pour leurs devoirs, etc., puissent utiliser des machines qui soient plus contrôlées et avec effectivement beaucoup plus de leur langue maternelle, et puis qu'on sache en recherche comprendre l'influence en fait d'une langue dominante dans un système comme celui-là, sur le résultat. Les problèmes culturels, les problèmes religieux qui vont être derrière tout cela, on ne les maîtrise pas, ni les utilisateurs, parce qu'ils ne sont pas aux manettes, ni les entrepreneurs, ni les grandes structures comme les géants numériques, Microsoft, Google, etc. Alors, je ne sais pas si vous pensez que la IACT répond à ces questions, mais Henri Dagrin, lui, était vent debout contre ce texte. Non, pas vent debout. Non, sur les IACT, ce que l'on se dit, c'est que aujourd'hui, tel qu'il a été pensé, et notamment dans sa version qui est sortie du Parlement et qui est aujourd'hui en négociation dans le trilogue avec le Conseil européen et la Commission, c'est un texte qui a des dispositions qui figent la législation et qui va avoir des effets, à notre sens, assez négatifs dans la durée vis-à-vis de la dynamique technologique. Et aujourd'hui, il faudrait des systèmes, des modalités de régulation de ce domaine qui soient beaucoup plus souples, beaucoup plus agiles, beaucoup plus réactives et qui permettent à des autorités administratives indépendantes, en plus on sait le faire sur d'autres domaines, à des autorités administratives, à des autorités dotées de la compétence, d'adapter en permanence la règle de droit applicable à un domaine technologique qui est en évolution de manière quasi explosive. Voilà. Oui, mais je pense que tu as raison, et les normes vont dans ce sens-là. Dans vos recommandations, justement, il y a des choses qui viennent assouplir cette AI Act ou le modifier par rapport au texte pas tellement actuel. Sur le même... Alors, on avait... D'abord, on est 22 à... Ouais, ça fait partie du conseil du gouvernement. Raja Chatila, moi-même et Alexei Greenbaum. Mais c'est un avis collectif. Ouais. Et donc, dans ce collectif, il y avait beaucoup de mesures. D'accord ? Donc on n'est pas tous avec le même avis. Certains freinent énormément, d'autres disent, comme vous venez de le dire, c'est important de tirer parti. Donc il ne faut pas que les normes nous empêchent, nous, en Europe, de propulser des choses intéressantes. Quand je disais un chat Bloom, ça permet de récolter des données. On n'a pas de données. Ouais. On ne sait pas en faire. Donc on se dit, dans l'industrie, on va créer des plus petits modèles pour des tâches précises, qu'on maîtrisera mieux. Et ça, pour le B2B, il y a énormément de choses qui vont être faites. Et il faut vraiment se dire que l'Europe est capable de le faire. Maintenant, au niveau du grand public, avec des outils comme un ChatGPT qui sont venus bousculer beaucoup, avec de la fascination, de la peur, comme vous l'avez très bien dit, là, je pense qu'on aurait aussi besoin d'avoir des outils de même tabac qui permettent aux enfants de jouer avec des choses raisonnables en filtrant plus que ça ne l'est. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas d'évaluation de la véracité des résultats, ça sera difficile à faire, mais il y a surtout des données sales à l'intérieur. Moi, je préférerais qu'on ait un outil plus pédagogique. Donc c'est important de comprendre que, de toute façon, il n'y a pas les sources. Quand ce système vous crée des sources, elles sont souvent fausses. Donc il faut monter en capacité de comprendre les mécanismes à l'école et partout dans la société. Et puis aussi que l'industrie s'empare de ça vraiment maintenant. Ça ne serait pas éthique de ne pas le faire.
Allez, on enchaîne avec les autres sujets, parce que sinon je ne vais pas avoir le temps de faire réagir sur les autres thématiques qu'on a choisies. Transfert des données vers les États-Unis, donc c'est la Commission européenne qui a acté cette adéquation de la législation nord-américaine avec le niveau de protection exigé par l'Europe en matière de protection des données. Bon, alors, voilà, un accord, on va dire, a été trouvé jusqu'à ce qu'il soit à nouveau invalidé, ce qui semble à peu près probable, en tout cas pas sûr, mais assez probable, puisque Max Schrems a déjà dit qu'il avait déjà sorti, donc l'avocat autrichien avait déjà sorti tous les arguments nécessaires pour le faire invalider, comme il l'a fait précédemment avec le Privacy Shield. Et le Safe Harbor, en 2015. Voilà. Alors on revient sur le sujet récurrent depuis des années. On en avait parlé lors de la publication d'un rapport d'Avila Numéris. Il y a sur le RGPD. Sur le RGPD, il y a une véritable contradiction, c'est comme ça que je le vois, entre d'une part la loi, le RGPD, la nécessité de protéger, de développer notre souveraineté, et puis le quotidien, le business, les échanges. Et on va être confronté à ce problème en permanence. On a eu déjà de longues discussions. Et là, on parle du business des entreprises américaines, là. Oui. Pas d'une autre, non, avec cet accord. Pas uniquement, c'est pas vrai. Mais ça revient au même, parce que c'est dans les deux sens. Je l'ai souvent dit. Comment voulez-vous dire à une banque, par exemple, qui est implantée aux États-Unis, de protéger ses données, de ne pas les échanger, de ne pas les pratiquer? Donc il y a ce problème-là qui va revenir en permanence. Alors là, on fait un peu preuve d'un peu de pragmatisme, j'allais dire, mais c'est illégal. Donc on le sait d'ores et déjà, et Schrems va se plonger là-dessus, et ça sera arrêté. Pour moi, le point de départ, de toute façon, ce qu'on tend à oublier, que la Commission européenne fait semblant d'oublier, c'est que les bases de données des grands acteurs américains sont open bar pour les services américains. Il ne faut même pas l'oublier, ce qu'a dit Snowden n'a pas changé 10 ans plus tard. Donc de toute façon, open bar, c'est open bar. Bon, ok. Donc on peut... Alors ensuite, moi je suis mort de rire si vous lisez le détail de la création de la Cour américaine sous l'autorité du département de la justice américain, qui est censé instruire des plaintes des utilisateurs européens. C'est à mort de rire. Ça me rappelle la Cour qui avait été créée en 2006 pour surveiller le fait que la NSA ne surveillait pas les citoyens américains sauf avis de justice. Bon, et dont le président a fini par démissionner en disant en fait cette cour n'a jamais servi à rien. Alors ce qui est assez quand même étonnant, c'est que la seule vraie mesure de sécurité, c'est pas les instruments juridiques, c'est de faire un cryptage extrêmement sérieux des données sur le cloud. Moi, je suis sidéré de voir combien, dans l'industrie, y compris dans l'industrie sensible, le cryptage des données sur le cloud est pas à un très grand niveau. Franchement, et c'est la. On a reçu, j'ai reçu hier d'ailleurs Astran, qui travaille à apporter une réponse technologique à ce problème juridique. Il y a aussi cette voie-là à explorer. Les Américains font leur boulot, ils ont des instruments de souveraineté. Henri n'est pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. C'est vrai pour les données qui sont stockées, c'est vrai pour les données qui sont en transit, c'est faux pour les données qui sont traitées. Elles doivent être en clair. Et donc, dans une CPU... vous avez bien sûr. Donc, le chiffrement, dès qu'on est dans des produits en mode SaaS, ne sert à rien. Vous avez accès à des données en clair dès lors qu'elles sont dans une RAM et dans une CPU. C'est comme ça. Et l'activité des agences de renseignement américaines, elle n'est pas illégale, elle est parfaitement légale, très encadrée. Et ce qui vaut d'ailleurs... Elle est en contradiction avec notre loi. Elle est parfaitement légale aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. Dès lors que l'on... Bien sûr. Il y a beaucoup de tacite dans cette légalité américaine. Non. Vous vous trompez. C'est une activité qui est très encadrée par les administrations. C'est l'adéquation avec nos lois. Bien sûr. Mais on a une contradiction, on a un conflit juridictionnel entre l'Europe et les États-Unis. Alors, je voudrais juste terminer. Je voulais montrer le député Philippe Latombe pour voir si vous en êtes à ce niveau-là. Lui a carrément exprimé sa colère dans un post sur les réseaux sociaux. Il dit que ça lui fait perdre ses dernières illusions sur la capacité de la Commission à s'affirmer face aux États-Unis. Non, mais il n'y a pas de choix, simplement. Non, mais Philippe Latombe est hors sol. Non, il est militant. Il est militant. Mais il faut quand même, la réalité en face. Une réalité dans les activités économiques.
Bon, vous n'êtes pas d'accord avec l'idée que c'est un accord gaz, armement contre données ? Absolument pas. Toutes les entreprises, tous les secteurs d'activité disent il faut quand même qu'on sorte de cette contradiction et il faut qu'on trouve des instruments qui fassent sortir les entreprises de cette insécurité juridique grave dans laquelle on les laisse. Exactement. Parce que c'est pas vrai qu'on va pas couper les activités entre l'Europe et les États-Unis. Ça n'arrivera pas et ce n'est pas souhaitable et personne ne le veut. Et à l'évidence, les États-Unis, c'est pas un ennemi. C'est bien entendu un concurrent économique, mais c'est un allié et ce n'est certainement pas un ennemi. On ne le dira pas d'autres zones géopolitiques. Ça n'empêche pas notre industrie européenne à prendre sa place. Il y a comme des enjeux de souveraineté sur lesquels c'est pas des copains non plus. Ouais. Et bien sûr. Ça n'a jamais été des copains. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et on est bien dans ce cadre-là. Donc le sujet pour adresser ce problème. Bon, d'abord, je suis assez d'accord avec vous sur les questions de crypto, etc. Qui sont importantes. Culturellement très en retard. Oui, mais enfin... Je vais revenir par exemple au Health Data Hub, où justement tout ça a été fait de façon extrêmement rigoureuse et extrêmement protégée, et la directrice vous répétera que ça respecte par conséquent le RGPD. Il n'empêche que la tombe et bien d'autres le critiquent, c'est-à-dire que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Mais bon, moi je vous rejoins quand même, on a quand même ces outils. Mais il y a sur cette question de souveraineté, et que je soutiens, que je souhaite qu'on développe, il faut séparer le problème politique du problème économique. Le problème politique, certes, c'est au gouvernement et à d'autres de favoriser l'émergence d'outils français, européens qui nous développent la souveraineté. Et puis, une fois que j'ai dit ça, moi, je suis obligé de bosser. Ah non, bien sûr. Voilà, c'est ça le problème. Et c'est ça que mais la question économique, c'est aussi laisser sa chance à une industrie numérique européenne d'émerger. Mais le paradoxe, c'est que s'il y a bien un domaine dans lequel on est bon en Europe, et notamment en France, c'est la crypto. Et moi, je suis très honnête, et alors, je ne suis pas d'accord avec vous. Techniquement, vous pouvez faire aujourd'hui du traitement de données qui est chiffré en permanence. Ah non ? Ah si. Si vous voulez parler de chiffres... Vous avez une équipe de normaliens. Si vous voulez parler de chiffrement homomorphe, c'est encore un outil de laboratoire. Ça n'a pas aujourd'hui de conséquences opérationnelles. Non, vous avez des startups françaises qui ont des autres services là-dessus. Non, vous ferez jamais du Teams, vous ferez jamais du Microsoft 365 en chiffrement homomorphe. C'est pas vrai. C'est pas la question. Mais donc vos données dans Microsoft 365. Alors moi je parle des choses que je connais. Vous pouvez faire par exemple de la protection. Alors vous pouvez faire le chiffrement homomorphe complet sur des données techniques, par exemple, et faire alors ça, vous pouvez faire fonctionner. C'est quoi ? On fera un débat sur le sujet si vous voulez. Non, mais ça... Ah oui, mais non, ça c'est vraiment possible. C'est entièrement nouveau, ça consomme beaucoup, ça a plein de contraintes, c'est vrai, mais il y a des domaines dans lesquels une vraie sécurité... En tout cas, d'avoir une approche technologique à ce sujet... Il y a un début de réponse possible. Effectivement, c'est un début de réponse. Il y a un début de réponse. Moi, ce que j'entends, à travers vos propos et que je connais dans la crypto, c'est que ça coûte très cher en énergie. Ça coûte très cher. Bon, alors, il y a une équation à faire. ChatGPT aussi. J'ai pas dit qu'il fallait l'utiliser à tout va. La question des transferts de données, d'ailleurs, ça intéresse directement ces modèles d'apprentissage. Oui, bien sûr. Non, mais c'est évident. Mais à chaque fois, je pense qu'il faut qu'on mette sur la table l'équation de la mesure écologique, c'est-à-dire combien ça coûte de faire ça, de la cybersécurité, qu'est-ce qu'on arrive à sécuriser, de la liberté d'utiliser ou pas. Et puis, il y a un vrai sujet qui est, effectivement, on ne laisse pas la place aux Européens pour développer un marché vraiment économique propre à eux, puisque les États-Unis sont toujours là en train de pousser dans leur sens. Donc, comment on fait ça ? Comment la commande publique peut devenir un peu plus maligne pour demander aussi à ce qu'il y ait la moitié des choses qu'on développe au niveau de l'État qui soient des mains des ingénieurs locaux. On dit qu'il faut travailler localement. Allons-y. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas plus de détermination dans le gouvernement. Cette question de la décision politique, quand même. Parce que les gouvernements sont lents. Et une fois qu'il y a des effets d'échelle sur l'infrastructure, vous rattrapez non, ils ne sont pas lents, là. Non, c'est pas une question. En termes de commandes publiques, ils sont lents. Moi, je suis désolée, ils sont aux manettes, donc c'est à eux de faire des choses rapides. Alors, on va enchaîner avec lent, pas lent, vous me direz. L'adoption par le Sénat en première lecture du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, ça a été plutôt rapide sur ce sujet. Oui, mais la commande publique est lente. Si vous voulez, je voulais changer de sujet simplement. Il y a un problème de marché public en Europe. Oui, on est d'accord. Accélérons la façon de pouvoir... On est d'accord. Sur ces sujets de commande publique, est-ce qu'ils sont majeurs ? Parce que c'est très bien de faire, par exemple, la loi sécuriser et réguler l'espace numérique. On n'aura pas le temps de parler de la suite, je vous préviens. Mais la souveraineté, une politique de souveraineté, c'est une politique qui articule de manière harmonieuse du réglementaire,
les instruments d'une politique, le réglementaire, la commande publique et l'investissement public. Exactement. Et là, on manque encore de cohérence globale sur ces sujets, les faire avancer. On l'a toujours pas, cette cohérence. Et oui, alors, on enchaîne avec le sujet c'est d'après. le principal On a problème. plus vite en matière d'éthique qu'en matière de business, c'est quand même fou. Quoi. Non, on va pas plus vite en matière d'éthique, je vous rassure. Bon, alors, est-ce que vous voulez parler ou non de ce projet de loi adopté en première lecture par le Sénat pour sécuriser notre espace numérique? Ça se passe en France, on revient chez nous. Et je disais, on a plutôt été rapide sur ce sujet, finalement. Rapide. En tous les cas, c'est un texte qui a trois grandes parties, dirons-nous, des instruments juridiques qui vont permettre de sécuriser la vie numérique de nos concitoyens. C'est une excellente chose. Il y a une deuxième partie de précision sur ce que font les grands acteurs de la régulation en France, notamment la CNIL, l'ARCEP et l'ARCOM, la répartition des compétences. Et puis il y a une troisième partie qui est une adaptation de la législation française à deux grands textes importants qui sont le DSA et le DMA, le Digital Service Act et le Digital Markets Act. Et sur le DMA, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, il y a une mesure qui a dû vous intéresser, c'est ce qu'a ajouté le Sénat en matière de crédit cloud. Alors, sur les crédits cloud, la concurrence pour les crédits cloud, oui, c'est important. Et il y a des mesures qui sont notamment des mesures qui anticipent l'adoption du Data Act. Et qui vont interdire certaines dispositions pour renforcer la capacité de l'industrie du cloud et du numérique européenne, française et européenne, à se développer. Bon, eh ben on n'a pas le temps de parler de la suite. Je voulais juste qu'on termine avec une image. C'est cette sphère de Las Vegas absolument impressionnante. Donc un monument qui a surpris tout le monde sur les routes, qui a généré des embouteillages faramineux. 1,2 million de LED qui recouvrent ce bâtiment. 2 milliards. Alors le coût, ouais, je l'ai, 2 milliards de dollars, madame. Et nous aurons une version en Europe, puisqu'à priori, on a la même chose à Londres. Oh, c'est très écolo, ça. C'est dommage. C'est dommage. Ça, c'est de l'argent bien dépensé. Voilà, c'est dommage parce que si ce qui se passe à Las Vegas pouvait rester à Las Vegas, ça serait quand même bien. On aime bien toujours importer un peu ce qu'ils font. Merci beaucoup, Laurence de Villers, professeur en IA, chercheur au CNRS, Philippe Delmas, consultant en stratégie industrielle, Guy Mamoumani, entrepreneur business angel, ex-Open, et Henri Dagrin, délégué général du SIGREF. À suivre, petite pause et on va parler de ChatGPT pour changer.